Je m'appelle Jonas Wilder et je n'aurais jamais imaginé être au cœur de l'histoire de qui que ce soit, pas même la mienne. En grandissant, j'étais le genre de fils qui ne faisait pas de vagues. Je ne me rebellais pas, ne rivalisais pas, ne brillais pas. Je m'asseyais dans les coins, j'étudiais en silence, j'offrais une aide que personne ne demandait. Mon jeune frère, Miles, avait une voix tonitruante et une présence à la hauteur. Il charmait chaque pièce, saisissait chaque occasion et avançait dans la vie comme si les règles se plient à sa volonté. J'étais utile, discret, présent. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était suffisant. Qu'être stable, être bon, être fiable signifierait un jour quelque chose. Mais quand mon père est mort, tout cela signifiait que j'étais facile à ignorer. Le testament a été lu dans une salle de conférence froide dont les fenêtres donnaient sur la ville d'Helena. Miles est arrivé en costume sur mesure, ses lunettes de soleil toujours perchées sur la tête comme si le soleil ne se couchait jamais pour lui. Il s'est penché en arrière comme s'il était le propriétaire du bâtiment. Et peut-être était-ce le cas. Assis près de la fenêtre, je joignis les mains pour les empêcher de trembler. L'avocat de mon père, Maître Green, lut les documents comme s'il s'excusait à chaque phrase. Il commença à s'adresser à Miles Wilder, le domaine familial à Helena, y compris tous les biens, le mobilier et les comptes de placement correspondants. Miles eut un sourire narquois. Je l'entendis souffler par le nez. Ce petit souffle de satisfaction arrogante qui donnait envie de le défoncer. Puis Maître Green changea de position, son regard se portant brièvement vers moi, puis vers Jonas Wilder. La propriété de Stillwater Ridge, située dans le comté de Granite, dans le Montana. Aucun autre bien n'était attribué. Un silence régnait dans la pièce, tel un rire contenu. Mon cœur battait la chamade, non pas de colère, mais d'incrédulité. Riche en eau calme. Je ne savais même pas que nous possédions quoi que ce soit là-bas. Cet endroit n'avait jamais été évoqué. Pas une seule fois. Je regardai la ligne de texte sur le document devant moi et la relus, espérant avoir mal compris. Mais non, pas de ligne cachée, pas de note de bas de page, juste une seule ligne qui semblait effacée d'un tableau noir. Clarissa n'a même pas attendu notre retour pour se défaire de ses sentiments. Dès que nous sommes sortis dans le parking, elle s'est tournée vers moi, le visage figé par la fureur. « Tu es sérieux? Une cabane dans les bois? C'est ce que ton père pensait de toi ?» Sa voix résonna sur les murs de béton, plus cinglante que la gifle. Elle n'a pas pris la peine de céder. J'ai essayé de lui expliquer que je ne m'attendais à rien, que je n'étais pas entré dans cette pièce en pensant en ressortir riche. Mais Clarissa n'écoutait pas. Sa rage n'était pas due à la surprise. C'était à la déception, à la honte, au fait d'être mariée à un fils qui ne comptait pas. Elle a enfoncé un sac de sport dans ma poitrine quand j'ai reconnu notre dernier voyage en camping, des années auparavant. « Vas-y » a-t-elle dit d'un ton neutre. « Va voir ta petite cabane. Tu trouveras peut-être tes couilles au grenier. Et ne reviens pas avant. » Je restais là, abasourdi, à moitié martelé, incapable de parler. Je crois qu'une partie de moi avait pressenti ce qui allait arriver. Pas le sac, peut-être, pas les mots, mais la fracture, la vérité. Elle ne m'avait jamais aimé. Pas vraiment. J'étais un personnage secondaire qu'elle pensait pouvoir modeler en un homme digne d'être mis en valeur. Et quand ce modelage échoua, quand je ne me transformais pas en une version qu'elle pouvait parader dans les dîners de charité, elle rejeta la faute sur l'argile, pas sur le sculpteur. Je quittai Helena, vitre baissée, une sensation d'engourdissement me parcourant les côtes. Ce n'était pas seulement le vent. C'était le silence dans ma poitrine. Ce genre de silence qui ressemble à du chagrin mais qui ne mérite pas ce mot. C'est le silence qui s'installe quand on réalise que personne ne vous a jamais vraiment regardé et vu quelqu'un de digne. La dernière volonté d'un homme froid avait fait son œuvre. Diviser la famille en catégories, l'air et les arrière-pensées. Stillwater Ridge n'était même pas sur la carte du GPS de ma voiture. J'ai dû fouiller dans le fouillis de la boîte à gants pour trouver un vieil atlas routier de l'université. J'ai suivi une ligne bleue d'autoroute qui s'enfonçait dans la forêt, puis des routes plus petites dans les montagnes, et enfin des chemins de terre à peine accessibles au public. Je n'y suis pas allé directement ce soir-là. Je me suis garé sur le bord de la route, juste avant la dernière ville signalée, me suis blotti sur la banquette arrière, mon manteau en guise de couverture, et j'ai contemplé les étoiles. Elles n'avaient pas l'air différentes. Le monde ne semblait pas nouveau, mais j'avais peut-être légèrement changé. Une ligne de fracture se dessinait sous ma peau. Le lendemain matin,
j'ai fait le plein, rempli une thermos de café brûlé et me suis enfoncé plus profondément dans la nature sauvage du Montana. Stillwater Ridge n'était même pas une ville. C'était plutôt un souvenir que quelqu'un avait tenté d'enterrer. Lorsque j'ai finalement tourné sur le chemin menant à la maison, si tant est qu'on puisse encore l'appeler ainsi, j'ai senti le gravier crisser sous les pneus comme des os. Les arbres se penchaient, leurs branches épaisses et suspectes, et l'air avait une morsure qui semblait plus ancienne que le temps. La maison apparaissait comme un secret au bout de la route, grise, affaissée, oubliée. Les volets pendaient de travers. Le porche était enveloppé de vignes, comme si la nature avait tenté de l'étrangler des années auparavant, avant d'abandonner par pitié. Je sortis de la voiture, mes bottes s'enfonçant dans la terre meuble. Le vent soufflait dans les arbres, sifflant à travers les interstices et les planches, comme s'il savait que je n'y étais pas à ma place. Je restais là, respirant, contemplant cet endroit qui me semblait désormais appartenir. Je n'éprouvais ni triomphe ni rage. J'étais curieux. Qui avait construit ça? Pourquoi mon père l'avait-il caché? Quel genre d'histoire avait-on pu cacher ici pendant que nous étions occupés à faire comme si Helena était le monde entier? Je montai les marches, même si elle gémissait sous mon poids. La porte s'ouvrit en grinçant avec une poussée hésitante. À l'intérieur, ce n'était que poussière et ombre. Quelques chaises cassées, une cheminée fêlée, une épaisse couche de silence comme si elle m'avait attendu spécialement. Je l'ignorais à l'époque, mais la maison n'était pas qu'une cabane. C'était une clé, une question, une épreuve, et d'une certaine manière, elle m'avait choisi. Non pas parce que j'étais fort ou digne, mais peut-être parce que j'étais le seul à vouloir. Avait de la neige dans ses tresses et de la peinture sur ses manches. Presque, dis-je en regardant le ciel faire son œuvre. Elle suivit mon regard. Tu sais, je ne pensais pas que tu tiendrais longtemps ici. Moi non plus. Et maintenant, je souriais. Maintenant, je ne peux pas m'imaginer partir. Elle hocha la tête une fois, comme si elle connaissait déjà la réponse. Puis elle se retourna et rentra en criant par-dessus son épaule. Il nous faut plus de chaises près du feu. Et non, tu n'as pas le droit d'éviter. Le nettoyage cette fois. J'ai ri. Un vrai rire. En la suivant à l'intérieur, j'ai regardé une fois de plus l'horizon. La neige tombait plus fort, mais toujours silencieuse, toujours douce. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose. Pas une voix, pas un murmure, juste un savoir. Je n'avais pas été jeté. J'avais été planté. Et dans cet endroit froid et silencieux, j'avais grandi. Écoutez. Je laissai tomber mon sac par terre et m'assis au bord d'un vieux coffre près de la fenêtre, regardant le vent graver des histoires invisibles dans l'herbe. J'avais été oublié, négligé. Mais peut-être que ce n'était pas la fin de la phrase. Peut-être que c'était le début. La route de Stillwater Ridge cessa de faire semblant d'être une route environ 20 minutes après le dernier panneau. Il ne restait plus qu'une veine de gravier déchiqueté et des broussailles envahissantes qui serpentaient entre des arbres trop fiers pour être taillés. La carte m'avait déjà abandonné. Mon GPS continuait de tourner comme s'il cherchait un signal dans un lieu oublié du temps. J'aurais dû être nerveux. Au lieu de cela, un étrange calme régna dans ma poitrine, comme si le monde était enfin devenu suffisamment silencieux pour que je puisse m'entendre respirer. J'ai serré le volant plus fort et suivi le dernier petit chemin praticable jusqu'à ce que la maison réapparaisse tel un fantôme que je n'avais pas vraiment salué. Elle n'était pas devenue plus belle du jour au lendemain. Le bardage en bois était bombé par des décennies d'intempéries et de pourriture. Un volet s'accrochait à une charnière rouillée, grinçant au vent comme s'il essayait de murmurer quelque chose. Je suis sorti de la voiture et j'ai laissé la portière se refermer derrière moi. Cette fois, je n'ai pas hésité. Je me suis dirigé droit vers le porche, surveillant où je mettais les pieds, m'attendant presque à ce que tout s'effondre. Mais les planches tenaient à peine. À l'intérieur, l'air moisi m'accueillait comme un vieux placard à manteau, vicié, épais et chargé d'histoire. Je n'avais pas vécu. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et me suis enfoncé plus profondément. Le salon était vide, à l'exception d'un fauteuil effondré et d'un poêle en fonte dans un coin. La poussière recouvrait tout, ternissant même les plus infimes lueurs. Il n'y avait pas de photos, pas de meubles dignes d'être conservés, juste les restes d'une maison qui avait autrefois compté pour quelqu'un. Je découvris une chambre au papier peint délavé qui se décollait comme une vieille peau, et une salle de bain dont le miroir fêlé révélait une version de moi que je refusais de reconnaître. Fatigué, incertain,
un homme poursuivant les ombres juste pour avoir l'impression de ne pas avoir été complètement effacé. Mais ce n'est qu'en arrivant à l'arrière de la maison que les choses changèrent. C'est là que je trouvai la porte. Elle était encastrée dans le mur, comme si elle avait été ajoutée après la construction. Plus épaisse que les autres, plus sombre aussi. Bien qu'elle ne pourrissait pas, elle était solide. Du noyer foncé peut-être, mais vieilli jusqu'à devenir presque noir. Des symboles que je ne reconnaissais pas étaient gravés à sa surface. Ils n'étaient pas décoratifs. C'étaient des spirales géométriques délibérées, des plumes croisées, des cercles aux lignes bictignes. Je tendis la main et passai mes doigts dessus, traçant les rainures. Elles étaient trop précises pour être aléatoires, trop intentionnelles pour être ignorées. Il n'y avait pas de poignée, juste un trou de serrure. J'ai essayé toutes les clés que j'avais. Aucune ne me convenait. La porte n'a même pas vibré quand j'ai poussé. Elle était immobile, silencieuse, comme si elle attendait plus qu'un serrurier. L'air était différent à proximité. Plus frais, d'une certaine manière. Je suis resté là un long moment, à fixer la porte, essayant de comprendre pourquoi mon père me léguait ça. Pas la propriété, pas la négligence, mais cette porte. Ce secret verrouillé et gravé au cœur de la maison. Ce n'était pas juste une pièce. C'était un message. J'ai passé l'heure suivante à fouiller chaque tiroir, armoire et panneau détachés que j'ai pu trouver. La plupart de ce que j'ai découvert n'était que du bric-à-brac. Clous rouillés, crottes de souris, céramique fissurée. J'ai failli abandonner en trébuchant sur une planche de parquet déformée dans le couloir du fond. Je me suis agenouillé et les détaché. En dessous se trouvait une entrée de vide sanitaire recouverte d'une fine plaque de contreplaqué et de vieux clous. Je l'ai soulevé et j'ai pointé ma lampe de poche à l'intérieur. L'ouverture était petite, trop petite pour être confortable, mais pas impossible. L'air qui montait d'en bas était plus froid que dans le reste de la maison, et il embaumait une odeur de terre et de décomposition. Je m'y suis enfoncé. Le tunnel n'était pas naturel. Des lattes de bois renforçaient les murs, certains marquaient de légers traits de craie. Je dus ramper sur les coudes, m'écorchant les épaules sur des poutres rugueuses. Ma lampe de poche vacilla une fois et je retins mon souffle, priant pour qu'elle ne s'éteigne pas. Après environ 3 mètres, le tunnel s'élargit légèrement et je me retrouvai dans une pièce. Pas de fenêtre, pas de lumière, juste le silence. Mon cœur battait fort tandis que je me levais pour épousseter la poussière de mon jean. La pièce avait été cachée pour une raison. Elle était vieille, plus vieille que le reste de la maison. Les murs étaient revêtus de pierre, et non de bois, et le plafond avait des poutres que je ne reconnaissais pas, plus épaisses, presque cérémonielles. Et au centre de tout cela se trouvait une table. Dessus se trouvait un coffre de la taille d'une boîte à outils, sculpté d'un oiseau ressemblant à un faucon en plein vol. L'image n'était pas simplement gravée. Elle était incrustée comme si quelqu'un avait investi son âme dans l'œuvre. Je m'approchai lentement, ne sachant pas si j'empiétais sur mon propre héritage. Avant d'ouvrir le coffre, je m'arrêtai et observai simplement. La pièce n'était pas poussiéreuse comme le reste de la maison. Elle était préservée comme si quelqu'un y était passé récemment. Ou peut-être avait-elle été si hermétiquement scellée que le temps n'avait pas eu le temps de faire ses dégâts habituels. Je soulevai le loquet. À l'intérieur du coffre se trouvait un paquet enveloppé dans du tissu, délicat, vieilli, mais toujours intact. En dessous, un livre relié en cuir, épais, usé, la couverture craquelée, le dos effiloché, mais le nom gravé sur la couverture m'arrêta net. Matthias Wilder. Je me figeai, les doigts effleurant la couverture. Mon grand-père, un homme que je n'avais jamais rencontré, un homme dont mon père ne parlait jamais. J'ouvris le livre avec précaution, feuilletant les pages remplies d'une élégante écriture en boucle. Ce n'était pas un journal. C'était un récit, une histoire, peut-être même une confession. La première page disait, pour celui qui choisit d'écouter. Le sang est mémoire. La mémoire est devoir. Ma gorge se serra. L'écriture continuait ainsi, page après page. Les histoires d'un peuple que je connaissais à peine. Notre peuple, les Okei-Sakawing, les 7 feux du conseil, des histoires de terre sacrée, de cérémonies célébrées au clair de lune, de perte, de survie et de force tranquille. Il y avait des dessins de coiffes, des notes sur des chants transmis de génération en génération, des avertissements contre l'oubli. Le paquet de tissu contenait de petites reliques, un collier de perles, une plume peinte en rouge à son extrémité, une bourse usée remplie d'herbes séchées et d'os.
Ce n'était pas de simples bibelots. C'étaient les symboles sacrés de quelque chose qu'on ne m'avait jamais dit. Quelque chose qu'on ne m'avait jamais confié jusqu'à présent. Je m'assis par terre, regardai sur mes genoux et sentis quelque chose d'inconnu me serrer la poitrine. Ni chagrin, ni colère, un étrange tout sacré. Mon père avait enfermé notre histoire, l'avait enfouie sous la poussière et l'indifférence. Mais mon grand-père avait essayé de la préserver, lui avait taillé une place. Pour moi, le soleil oublié. Le vent dehors soufflait plus fort qu'avant, battant les murs. Au-dessus. Mais ici-bas, c'était le silence. Ici-bas, c'était sacré. Je ne savais pas quoi faire de ce que j'avais trouvé. Pas encore. Mais je savais une chose, je ne reviendrai pas. Pas encore. Peut-être jamais. La carte s'était arrêtée. Certes, mais c'était peut-être là le but. Certains chemins n'ont pas besoin de route. Certains voyages ne commencent que là où les lignes s'arrêtent. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis dans cette pièce au mur de pierre, le livre lourd dans mes mains, l'air plus lourd qu'il n'aurait dû l'être pour un espace sans vie. Ce n'était pas seulement le poids des pages reliées en cuir qui manquerait. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Plus je tournais les pages, plus j'avais l'impression d'être un intrus, comme si je touchais quelque chose que je n'étais pas censé toucher. Mais je continuais à lire. Je ne pouvais pas m'arrêter. Le nom sur la couverture, Matthias Wilder, était comme un feu dont j'ignorais qu'il couvait en moi depuis le début. Et maintenant, il avait pris les pages dans ma poitrine. Chacune la page était écrite avec précision, comme si chaque mot comptait. Ni un journal, ni une liste, quelque chose entre les deux, un témoignage, un héritage. Matthias écrivait sur la tribu dont nous descendions, les Okifis à Coin, les 7 feux du Conseil. Il détaillait des coutumes dont je n'avais jamais entendu parler, des cérémonies que je ne pouvais prononcer, des lignées qui donnaient à mon nom l'impression d'appartenir à quelque chose de plus ancien que moi. Il parlait des épreuves, des biens volés, de la terre, de la langue, de la dignité, et de la résistance silencieuse qui n'était pas le fruit des armes, mais du souvenir. Il n'avait pas cherché à préserver une collection. Il avait préservé un battement de cœur. Et puis il y avait le coffre. Je m'y suis retourné, lentement, dépliant les plis du tissu vieilli qu'il contenait. Chaque objet me semblait une question qui attendait ma réponse depuis 100 ans. D'abord, les tambours cérémoniels, de petits cuirs cousus main tendus sur des cadres en bois sculptés, peints de symboles chargés de sens, même si je ne savais pas encore ce qu'ils signifiaient. J'ai tracé les lignes. Du bout des doigts, m'attendant à de la poussière, à de la décomposition, mais au lieu de cela, je ressentis de la chaleur. Pas une chaleur littérale, mais quelque chose de plus calme. Une présence, un but. Viennent ensuite les coiffes de plumes. Il y en avait 3, chacune distincte. L'une avec de longues plumes d'aigle disposées en éventail et décorées de perles rouges et noires. Une autre, plus petite, ornée de fourrure et de piquants, destinée à un enfant ou à une offrande cérémonielle, peut-être. La dernière, en lambeaux sur les bords, mais magnifique dans ses ruines. C'était le genre de coiffure qu'on ne porte pas à la légère. Ni un costume, ni une décoration. C'était quelque chose qu'un chef aurait pu porter, ou un guerrier, ou un guérisseur. Je l'ignorais, pas encore. Mais je savais que c'était important. Et d'une certaine manière, en m'asseyant ici et en la touchant, j'étais censé le comprendre. Au fond du coffre se trouvaient les perles de guerre, des brins d'os, de senues et de verres colorés encore enfilés sur du quartz délavé. Certaines portaient de minuscules marques gravées, des motifs qui ressemblaient à des étoiles ou des oiseaux. D'autres étaient brutes, primitives et ébréchées. Le temps. J'en ai pris un fil, je l'ai tenu dans ma paume et j'ai senti une boule dans ma gorge. Ces perles avaient été portées, transportées, peut-être même saignées. Elles n'étaient pas pour Shell. C'étaient des histoires racontées sans mots, et je n'en connaissais encore aucune. J'ai sorti mon téléphone et pris quelques photos. Mais, même en le faisant, quelque chose en moi a reculé. L'objectif me semblait envahissant, comme un étranger dans une pièce sacrée. J'ai écarté le téléphone et me suis adossé au mur, le livre ouvert sur mes genoux. Matthias avait conclu une entrée par une phrase qui résonnait dans ma poitrine plus fort que le vent hurlant à travers les planches du plancher. Quand la mémoire est proscrite, le silence devient un tombeau. Ne laissez pas cette maison devenir un autre enterrement. Il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il savait que cette maison tomberait dans l'oubli, que son fils, mon père, l'enterrerait, l'ignorerait, la négligerait au profit d'une maison impeccable,
de compte en banque et de l'apparence. Et il savait qu'un jour quelqu'un pourrait revenir, quelqu'un comme moi, quelqu'un que le monde d'où il venait n'a pas voulu. Peut-être même quelqu'un de brisé. Cette pensée m'envahissait, plus lourde que le coffre. J'avais été en colère en arrivant auprès de mon père, de Clarissa, de la vie. Je pensais qu'on m'avait donné des miettes. Je pensais que Stillwater Ridge était une punition. Mais peut-être avais-je tout mal compris. Peut-être que ce n'était pas l'exil. C'était une invitation. Je refermai délicatement le coffre, enveloppant chaque objet dans son tissu, les mains tremblant presque de précaution. Puis je m'assis en tailleur devant le livre et commençai à lire à voix haute, juste pour entendre les mots, juste pour faire comprendre au silence qu'il ne gagnait pas. Le tambour n'est pas un instrument. C'est une bouche. Il parle quand on n'a plus de souffle. Il appelle les esprits, honore les morts et rappelle aux vivants qui ils sont. Je marquai une pause. Quelque chose dans le fait de le dire le rendait réel, comme si je n'étais pas en train d'apprendre. Je me souvenais de quelque chose que j'ignorais avoir oublié. Je lus une autre ligne, puis une autre, et entre la 5e et la 6e, je me mis à pleurer. Je ne sanglotais pas. Je ne pleurais pas. Les larmes coulaient silencieusement, comme si le chagrin avait été enfoui dans mes os depuis tout ce temps et qu'il avait trouvé une issue. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-bas. Des heures peut-être. La pile de ma lampe torche s'est finalement déchargée, me laissant dans une obscurité qui aurait dû m'effrayer, mais qui ne l'a pas fait. Je ne bougeais pas tout de suite. Je restais assis là, la poitrine gonflée et retombante, entouré par la présence de personnes que je n'avais jamais rencontrées et auxquelles j'appartenais pourtant. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit. On ne me négligeait pas. J'étais exactement là où je devais être. Non pas par courage, ni par force, mais parce que j'étais resté, parce que j'écoutais. Finalement, je rampais à nouveau dans le passage étroit, la terre froide me frôlant les épaules comme un adieu et une promesse. J'émergeais dans le couloir, clignant des yeux à la faible lumière qui filtrait par les fenêtres fissurées. La poussière y dansait, légère et lente. Je retournai à la porte ornée des symboles et la regardai à nouveau. Cette fois, je n'ai pas essayé de l'ouvrir. J'ai juste posé ma main à plat sur la surface et murmuré, « Je te vois maintenant ». Et dans le silence qui a suivi, quelque chose a changé. Ni la porte, ni le vent. Moi. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais que je ne vendrais pas la maison. Je n'appellerai pas Clarissa. Je ne retournerai pas voir Elena la queue entre les jambes avec une histoire de vieillerie d'un mort. Non, je resterai. Je dépoussiérerai, j'apprendrai les noms, je lirai chaque page. Je découvrirai qui était Mathias et qui j'étais censé être, car enfoui dans le noir, dans ce coffre, il n'y avait pas que l'histoire. C'était l'identité et peut-être même la rédemption. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Même après être sorti du vide sanitaire, après avoir soigneusement remballé chaque objet sacré et refermé le coffre, j'avais l'impression que quelque chose en moi avait été réveillé. Je m'allongeais sur le vieux morue que j'avais traîné dans la pièce la moins endommagée de la maison, fixant le plafond fissuré avec ses veines déchiquetées par le temps. Chaque craquement de bois, chaque bruissement de vent semblait porter des voix. Ni fantomatiques, ni effrayantes, juste anciennes, familières, comme si quelqu'un fredonnait une vieille berceuse. Je le savais. Je ne reconnaissais pas les paroles, mais la mélodie me faisait mal aux os. Au lever du soleil, j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. Pas pour vendre, pas pour faire du profit, mais pour comprendre. Alors, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance, hors du monde qui m'avait rejeté, le docteur Calvin Rich. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence à Missoula il y a des années, à l'époque où je croyais encore avoir un avenir dans la planification financière, et il donnait une conférence sur l'histoire tribale et la préservation. Nous avons sympathisé autour d'un café tard le soir et de plaisanteries à voix basse sur l'arrogance du monde universitaire. Calvin dégageait un calme qui vous donnait envie de chuchoter même en plein jour. Quand j'ai composé son numéro, mes mains ont tremblé, mais il a répondu à la deuxième sonnerie. Jonas, sa voix était groggy mais curieuse. Cal, ai-je dit. Ma voix, j'ai besoin que tu vois quelque chose. Quelque chose d'important. Peux-tu venir à Stillwater Ridge? Il a marqué une pause. Stillwater Ridge? Comme dans le colis fantôme dans les archives familiales? Ouais, ai-je dit. Il s'avère que ce n'est pas si vide. Il n'a pas posé de questions, il a juste dit, donnez-moi 5 heures.
Il est arrivé en 4h30. Depuis le porche, j'ai regardé son SUV s'engager sur le chemin de terre, soulevant de la poussière qui miroitait au soleil de fin de matinée. Il est sorti en chaussures de randonnée et veste en jean, les cheveux en bataille, ses lunettes déjà baissées sur son nez. « Eh bien » a-t-il dit en levant les yeux vers la maison affaissée. « Cet endroit a du caractère. » J'ai souri. C'était le premier vrai que j'avais depuis des jours. À l'intérieur, je l'ai conduit au vide sanitaire. Son silence m'a fait comprendre que l'atmosphère lui faisait du bien, lui aussi. Certains endroits n'ont pas besoin d'annoncer leur importance. Il bourdonnait. Calvin m'a suivi dans la pièce secrète, sa lampe torche projetant de longues ombres sur les murs de pierre. En voyant le coffre, il s'est arrêté. « Jonas » a-t-il murmuré presque avec révérence. « Qu'est-ce que c'est » Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé l'ouvrir. Décoller le tissu et soulever le tambour, le collier, la coiffe. Ses doigts tremblaient légèrement en examinant chaque objet. Lorsqu'il ouvrit le livre et lut le nom de Matthias Wilders, il ferma les yeux un long moment et expira. « Ce ne sont pas des artefacts, murmura-t-il. Ce sont des encres, de l'histoire vivante. » Il s'assit par terre, le livre sur les genoux, et feuilleta les pages comme s'il lisait les Écritures. De temps à autre, il marmonnait des phrases. Des mots Dakota, Lakota, des références à des traditions que je ne comprenais qu'à moitié. Puis il leva les yeux vers moi. Un Jonas rayonnant. Cette collection, elle n'est pas seulement rare. Elle est inestimable. Ces objets n'étaient pas destinés à être conservés dans des vitrines. Ils étaient destinés à être transmis, enseignés, vécus. Je sais, dis-je doucement. C'est pour ça que je t'ai appelé. Il ne m'a pas demandé ce que je comptais faire. Il n'a pas proposé de me le retirer des mains. Au lieu de cela, il se leva et posa une main sur mon épaule. C'est un cadeau, dit-il. Pas de ton père, ni de ton grand-père, ni de tous les ancêtres qui craignaient que leur histoire ne s'éteigne dans le silence. Nous passâmes le reste de la journée à cataloguer soigneusement chaque objet, gants à la main, notes à la main, photographies prises avec un but solennel. Calvin préleva des échantillons de tissu pour en déterminer l'âge et l'origine. Il nota des phrases du livre de Matthias, dont certaines correspondaient à des récits oraux transmis par d'autres tribus, mais jamais consignés par écrit. Les implications étaient considérables. « Tu pourrais vendre ça, dit-il à un moment, non sans amabilité. Des millions facilement. Collectionneurs privés, universités, et même musées nationaux feraient la queue. » J'ai regardé le coffre, les perles et les plumes, l'encre qui s'estompait dans la main de mon grand-père. Mais ensuite, il a disparu, ai-je dit, derrière une vitre. Possédé. Pas honoré. Je ne peux pas faire ça. Calvin hocha la tête, le visage indéchiffrable. Tant mieux, car cela aurait brisé quelque chose de sacré. Cette nuit-là, après son départ, j'ai allumé un feu dans le vieux poêle en fonte avec du pain séché et du petit bois trouvé sous le porche. La maison a gémi et craqué en s'habituant à la chaleur. Je me suis assis par terre près du feu, tenant le livre de Matthias sur mes genoux. J'ai lu à voix haute, lentement et sûrement, m'apprenant la forme de chaque mot, sa sonorité dans l'obscurité. Les pages ont commencé à ressembler moins à deux. L'histoire qu'a un héritage. Et puis j'ai rêvé. Je me tenais sur une haute falaise surplombant une étendue infinie. Le ciel était peint de feu. Couché ou levé de soleil, je ne savais pas. Des troupeaux de bisons. Le tonnerre grondait en contrebas, tel un fleuve de muscles et de souvenirs. Un vent me balaya, soulevant mes cheveux, mon esprit. À côté de moi se tenait un homme, grand, large d'épaules, les cheveux tressés d'os et de perles. Il ne me regardait pas, il continuait simplement d'observer le paysage. Mais je savais que c'était Matthias. D'une certaine manière, je le savais. « Tu n'es pas perdu » dit-il sans bouger les lèvres. « Tu étais juste enterré. » Je me retournai pour parler, mais je me réveillai. Le feu s'était éteint. Le vent dehors s'était calmé. Mais en moi, quelque chose avait changé. Le lendemain matin, je parcourus le périmètre de la propriété, traçant les anciennes limites, découvrant des pierres usées qui auraient pu servir de repères. Je pris des notes, cartographiai la propriété à la main, puis m'assis sous le plus grand arbre, un vieux peuplier qui semblait avoir connu un siècle de tempête, et réfléchissais à ce que cela signifierait de rester. Ni pour l'argent, ni pour me venger, mais pour un but, pour créer des liens. C'est alors que je pris ma décision.
Je ne serais pas un gardien des choses. Je serais un gardien de sens. Le coffre n'avait pas sa place dans un coffre privé. Les tambours n'étaient pas faits pour être mis en sourdine. Les plumes n'étaient pas faites pour prendre la poussière. Ce n'étaient pas des richesses au sens où le monde les définissait, mais c'en était quand même. Celles qu'on ne dépense pas, celles qu'on vit. Je ne savais pas encore comment m'y prendre, mais je savais que la réponse n'était pas chez Helena. Elle n'était pas dans le regard malveillant de Clarissa ni dans le sourire suffisant de Miles. Elle était là, dans les entrailles de cette terre, dans le feu de ces histoires. Je n'étais pas oublié. J'étais choisi. Et cette fois, je ne me tairais pas. J'aurais dû me douter qu'elle reviendrait. Dès que Calvin publia ses conclusions préliminaires, quelques notes académiques sur la signification culturelle et la pertinence tribale. La nouvelle se répandit comme de l'eau à travers la pierre fissurée. Un blog la reprit. Puis un directeur de musée régional en fit mention lors d'une table ronde. Des objets non documentés découverts sur une propriété privée du Montana, potentiellement liés au saccage des O'Keefe. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai même pas bronché. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne considère cela comme une opportunité plutôt que comme une préservation, et que cette personne serait Clarissa. Il était tard dans l'après-midi lorsque j'ai vu le SUV noir soulever le gravier au bord de la crête. Le soleil frappait la calandre chromée comme s'il annonçait une royauté. Elle est sortie en talons. Bien sûr, elle l'avait fait. Des bottes en cuir auraient été logiques, mais Clarissa ne faisait jamais rien de sensé si cela impliquait de se plier au monde de quelqu'un d'autre. Son long manteau noir flottait au vent, ses cheveux tirés en une queue de cheval élégante. On aurait dit qu'elle arrivait à un vernissage de galerie, pas à une demeure royale perchée sur une montagne. Je suis resté sur le porche, appuyé contre l'une des poutres de soutènement que j'avais récemment renforcées. Elle ne m'a pas salué, s'est contentée d'avancer d'un pas rapide et serré, comme si le gravier sous ses pieds l'avait offensé. Eh bien, a-t-elle dit, tandis que je scrutais le porche, puis la peinture écaillée sur la balustrade. On dirait que la décharge a reçu un coup de fil. Mise à jour. Je n'ai pas répondu. Elle attendait le sarcasme. Je l'ai laissée silencieuse. Elle m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Ses yeux ont parcouru mon visage comme s'ils cherchaient l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Mais je n'étais plus là, un sac de sport dans les bras. Je ne lui demandais pas de comprendre. Je ne demandais rien. J'ai vu l'article, a-t-elle dit en changeant de position. On dit que la collection vaut des millions. Tu vas rester assis là, dans ce piège à rats, pendant que nos vies brûlent. Je me suis écarté de la poutre et j'ai descendu les marches vers elle. Lentement et régulièrement. Personne ne brûle quoi que ce soit, sauf peut-être ton sens de la décence. Ça m'a piqué. Elle a esquivé un sourire moqueur. Ne dramatise pas, Jonas. Ça? Elle a fait un geste vers la maison. C'est peut-être ta chance. Notre chance. Tu as enfin trouvé quelque chose qui vaut quelque chose, et ton plan est de le garder dans une boîte sous terre comme un fou. On pourrait le vendre. Acheter une vraie maison. Reprendre notre vie. Je l'ai regardée comme si elle avait 2 ans. Clarissa, la seule chose qui t'a toujours intéressée, c'est mon allure à ton bras. L'image, l'apparence. Tu penses que ces tambours, ces plumes, ces reliques sont un billet de loterie, mais ce n'est pas le cas. C'est l'histoire. Mes familles, mes tribus, pas à toi de les exploiter. Pas à toi de les transformer en argumentaire immobilier. Oh, laisse-moi tranquille. Elle a craqué. Tu ne connaissais même pas le nom de ton grand-père il y a 6 mois. Maintenant, soudain, tu es un gardien de la culture. Je me suis approché et ma voix est tombée. Je ne savais pas parce qu'on ne me l'a pas dit. Parce que les gens comme mon père effacent le passé pour construire un avenir radieux. Je ne fais pas ça. Ni pour toi, ni pour l'argent, ni pour l'ego. Elle s'est arrêtée, surprise par mon ton. Pour une fois, je ne me suis pas sentie petite sous son regard. Je me sentais ancré. Pense à Miles, a-t-elle dit ensuite, plus doucement, essayant un angle différent. Il a tout. Tu as toujours été laissé pour compte. Toujours celle qui démiette. Ça pourrait changer ça. On pourrait lui montrer. J'ai ri. Ni fort, ni moqueur, juste un rire calme et sincère qui venait d'un endroit qu'elle ne comprenait visiblement pas. Je n'ai rien à prouver à Miles, ni à mon père,
ni à toi. Si c'est pour ça que tu es venu ici, tu peux faire demi-tour. Ses yeux se sont plissés, mais j'ai vu une lueur de doute derrière eux. Elle ne s'attendait pas à cette version de moi. Celle qui ne bronchait pas quand elle élevait la voix. Celle qui se tenait plus droite, même si rien en moi n'avait changé physiquement. Elle est passée devant moi et s'est dirigée vers la porte comme si elle en avait encore le droit. J'ai bougé pour la bloquer. Non, tu ne me laisseras pas entrer. A-t-elle demandé en clignant des yeux comme si ce mot l'insultait. Non, ai-je répété. Ce n'est plus ta place. Jonas, tu es parti. J'ai interrompu. Tu m'as lancé un sac et tu m'as dit de ne pas revenir tant que je n'aurais pas retrouvé ma force. Eh bien, me voilà. Et maintenant, tu n'aimes pas ce que j'ai trouvé. Les lèvres entr'ouvertes, les mots ne venaient pas. Je la regardais lutter. Se débattre pour trouver quelque chose à dire qui pourrait me blesser à nouveau. Mais la lame était émoussée maintenant. Son pouvoir avait disparu. Elle n'était plus qu'une femme vêtue de vêtements coûteux, debout sur une montagne. Elle ne comprenait pas, d'accord, sifflait-elle en reculant. Reste dans ton petit musée poussiéreux à porter avec tes vieux os. Mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu as gâché ta vie. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je n'ai rien jeté. Je m'accroche enfin à quelque chose qui compte. Elle fonça vers sa voiture, ses talons plantés dans la terre comme des signes de ponctuation furieux. Lorsque la portière claqua, l'écho résonna jusqu'à la crête. Elle accéléra, souleva une traînée de poussière et disparut dans les arbres. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était paisible. Je suis resté là un long moment après son départ, à regarder la route, attendant de voir si elle se retournerait. Elle ne se retourna pas. Je suis rentré et j'ai fermé la portière. Je m'appuyais contre le coffre tandis que les vieux gonds grinçaient. Le coffre était toujours là où je l'avais laissé, intact, attendant. Et à cet instant, je réalisais que je n'éprouvais aucune amertume, pas même un peu. Je n'étais pas en colère contre Clarissa. Elle avait fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle avait essayé de transformer le sens en monnaie. Et j'avais finalement fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, dire non. Ce soir-là, je me suis de nouveau assis près du feu. Le livre de Mathias ouvert sur mes genoux. J'ai tourné la page jusqu'à une page que je n'avais pas remarquée auparavant. On pouvait y lire, il y aura ceux qui ne verront que du profit dans les plumes. Mais vous devez voir le vol. J'ai souri. Clarissa a vu des plumes. J'ai vu le ciel. Je réparais le cadre de la fenêtre et lorsque j'ai entendu à nouveau le crissement des pneus sur le gravier. Au début, j'ai cru que Clarissa était revenue pour un deuxième round. Peut-être avec un argument plus convaincant ou des papiers juridiques pliés en fausses excuses. Mais lorsque j'ai franchi le porche, essuyant la sueur de mes paumes, j'ai vu un tout autre type d'étranger. Le véhicule était élégant, noir, poli, ronronnant doucement d'une assurance luxueuse. Et lorsque la portière du conducteur s'ouvrit, l'homme qui en sortit semblait avoir été parachuté d'une salle de réunion à 3 fuseaux horaires de là. Il portait un costume 3 pièces gris, de ceux repassés si brusquement qu'on aurait dit qu'il pouvait couper du verre. Pas de boue sur ses chaussures, pas de poussière sur son pantalon. Sa serviette était en cuir, épaisse et vieille, mais soignée comme lui. Il avait le genre de visage dont on ne se souvient pas en détail, juste une vague impression d'autorité, de calcul. Il s'approchait d'un pas tranquille, comme si cette montagne n'était qu'un autre point de rendez-vous sur son itinéraire. « Monsieur Wilder » demanda-t-il en s'arrêtant au pied des marches du porche. J'acquiesçai. « C'est moi. »« Je suis Alden Ross » dit-il en soulevant légèrement la serviette comme un badge. « Je représente plusieurs clients passionnés par les objets d'importance culturelle, en particulier ceux qui entretiennent de profonds liens ancestraux. » Sa voix était douce, presque trop douce. Le sourire d'un politicien sans la politique. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. « Je crois que vous êtes en possession d'objets, » a-t-il poursuivi. « Appartenant à la lignée Okey-Sakouin, des objets d'une valeur historique et culturelle considérable. Mon client souhaite vous faire une offre. »« Comment me trouvez-vous » ai-je demandé, les bras croisés. Il a souri de nouveau sans ciller. « Une bonne recherche avance vite, surtout lorsque le sujet est irremplaçable. » Je baisse le regard, le fixant droit dans les yeux. « Et que veut exactement votre client » Préserver l'histoire, a-t-il dit avec une sincérité si éprouvée que j'en ai eu le vertige.
Notre organisation finance des acquisitions privées qui sont cataloguées, documentées et finalement données à de grandes institutions, musées, universités, lieux où ces histoires peuvent être commémorées. C'est ainsi qu'il a hoché la tête, défaisant le fermoir de la mallette et l'ouvrant comme un magicien révélant un truc à l'intérieur. Des papiers, des chemises brillantes, un stylo argenté et un chèque. Je n'ai pas regardé le montant. Pas encore. Pour $1 million, a-t-il dit sèchement. Pour la collection dans son intégralité, sous réserve d'authentification et de transfert sécurisé. J'ai laissé ce chiffre en suspens. Pour $1 million, de quoi acheter une douzaine de maisons. Effacer tous les soucis financiers que Clarissa et moi avions jamais gagnés. Repartir de zéro, où que ce soit. J'entendais déjà sa voix dans ma tête, essayant de la déformer. Cela pourrait tout arranger. Mais je n'ai pas regardé le chèque. Je l'ai regardé. Et que deviennent les objets une fois que votre client les a reçus? J'ai demandé, mettez-les sous verre. Enfermés dans un coffre-fort en sous-sol jusqu'à ce que quelqu'un juge le moment opportun de les exposer. Il était doué. Il broncha à peine. Ils seront préservés, protégés, vus par des milliers de personnes, mais pas ressentis, dis-je. Pas vécus. Monsieur Wilder, dit-il, la voix s'adoucissant à présent, comme s'il piquait ma naïveté. Ces reliques sont fragiles. Le monde n'est pas tendre avec ce qu'il ne comprend pas. Ne préféreriez-vous pas qu'elles soient protégées plutôt que risquées? Par risque, vous entendez partager, dis-je. Enseigner, célébrer, non posséder. Il haussa légèrement un sourcil. Les hommes comme vous regrettent généralement de refuser ce genre d'offre. Et les hommes comme vous, répondis-je, ne s'attendent généralement pas à ce qu'on leur dise non. Il me fixa alors du regard, silencieux. Le vent tourna entre nous. Ni dur, ni doux, juste présent, comme si la terre nous observait. Je ne vais pas redemander, dit-il. C'est une offre rare, une offre généreuse. Vous ne l'aurez pas 2 fois. Je ne suis pas intéressé, dis-je. Et minute, tu peux rapporter ta mallette, ton client et ton offre généreuse, d'où que tu sois venu. La réponse est non. Il a attendu comme s'il ne me croyait pas vraiment, comme s'il me donnait une seconde de plus pour reprendre mes esprits. Comme je ne parlais plus, il a lentement refermé la mallette, ajusta ses menottes et quitta le porche. Mais juste avant d'atteindre sa voiture, il s'est retourné. Tu penses que cette terre te protège, mais tu es seul ici, monsieur Wilder. Méfie-toi de ce qui compte pour toi. On peut l'utiliser contre toi. Ce n'était pas une menace directe, mais elle flottait dans l'air comme une menace. Je n'ai pas réagi. Je l'ai juste regardé monter dans sa voiture, le moteur ronronnant comme une bête bien nourrie, et redescendre le sentier avec une grâce qui n'avait rien à voir avec ses bois. Après son départ, je suis retourné au coffre, je l'ai déverrouillé, j'ai soigneusement disposé chaque objet, le tambour, les perles, les coiffes de plumes, puis le livre. La voix de Mathias résonnait dans le temps. Je me suis tourné vers le passage que j'avais marqué. La veille. Il y aura toujours des hommes qui voudront l'histoire sans l'esprit. Qui voudront les os, mais pas le sang. Ne leur donnez jamais les deux. J'ai parcouru la page du doigt à la recherche de millions. Les chiffres résonnaient encore dans ma tête. Mais elle était creuse, vide, car l'argent ne pourrait jamais traduire ce que j'avais trouvé ici. Ce que je commençais à comprendre. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient des échos. Et certains échos sont trop sacrés pour être vendus. Ce soir-là, j'ai allumé un petit feu dehors, juste un cercle de pierre et de petits bois. Je me suis assis près et j'ai pensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu dire oui, remettre ce fardeau, retourner à la vie que je pensais vouloir. Mais j'ai aussi réfléchi à ce que signifiait porter quelque chose non pas pour le profit, mais pour se protéger, pour le préserver, non pas derrière une vitre, mais par le souffle, la mémoire, la voix. Les étoiles apparurent une à une, et la montagne ne murmura rien du tout, juste la paix. Et j'ai su alors qu'il ne s'agissait pas de s'accrocher au passé. Il s'agissait de l'honorer pour que l'avenir puisse tenir. Le lendemain matin du départ d'Alden Ross, la montagne semblait différente. Ni menacée, ni effrayée, juste résolue, comme si la terre avait retenu son souffle pendant sa visite. Et maintenant, ses chaussures de luxe ayant disparu, elle pouvait à nouveau respirer. Je parcourus la maison avec une urgence nouvelle. Non pas par peur, mais par détermination. Quelque chose avait changé en moi.
Il ne s'agissait plus seulement de protéger les objets. Il s'agissait de les partager avec justice, honneur. Pas derrière une vitre, pas pour l'argent, mais pour le sens. J'appelai Elias Stone 2 heures plus tard. Je l'avais déjà rencontré une fois lors d'une manifestation sur le patrimoine tribal à Boszeman, des années auparavant, quand je n'étais encore que le frère Wilder, un peu oubliable, en chemise repassée, suivant les ambitions sociales de Clarissa. Elias était là en tant qu'orateur, gardien d'histoire. À l'époque, je ne lui avais pas beaucoup parlé, je me contentais d'écouter du fond de la salle et d'applaudir poliment. Mais ces mots m'étaient restés gravés dans la mémoire. Alors, quand je l'appelai, m'attendant presque à être ignoré, je fus stupéfait qu'il réponde à la première sonnerie. Ceci c'est Elias. Je me suis présenté, sans savoir s'il se souviendrait de moi. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, riche en eau plate. J'ai entendu des murmures. Il n'en fallut pas plus. Il accepta de me rendre visite ce week-end-là. À son arrivée, Elias ne se gara pas à proximité comme d'autres. Il laissa son camion au pied de la colline et parcourut le reste du chemin à pied, lentement et prudemment. Il avait la soixantaine, sa tresse argentée lui tombait sur les épaules, son long manteau était couvert de poussière de route et de vent. Il ne me serra pas la main en arrivant sous le porche. Il me regarda simplement, comme s'il cherchait quelque chose de caché sous ma peau. « Ton grand-père » dit-il d'une voix rauque et chaleureuse. C'était un homme compliqué, mais il aimait ce pays. J'acquiesçai, ne sachant que dire. « Il faut que je te montre quelque chose. » Je le conduisis au vide sanitaire, lui proposai d'y aller en premier, mais il me fit signe de ne pas y aller. Je rampais dans les caves à légumes avant même que tu aies des dents. Il se glissa à l'intérieur et disparut dans l'obscurité comme s'il retournait dans une vieille maison. Je le suivis, le cœur battant. Lorsque nous entrâmes dans la pièce secrète et que j'ouvris le coffre, Elias ne halta pas. Il ne je tressaillis. Il s'immobilisa. Il s'agenouilla devant le couvercle ouvert et souleva la coiffe de plumes avec une révérence qui me serra la gorge. Il la tenait à deux mains comme un enfant. Puis il pleura. Aucun son, aucun sanglot, juste des larmes coulant silencieusement sur des joues burinées. Je ne parlais pas. Je n'osais pas. Ce ne sont pas que des choses, dit-il finalement en remettant délicatement la coiffe. Leurs souvenirs, leur esprit. Ils n'ont jamais été perdus. Ils attendaient juste que la bonne personne les écoute. Nous restâmes assis en silence un long moment, Elias traçant le motif des perles, murmurant des phrases douces et du Lakota. Je ne comprenais pas, mais je le sentais au plus profond de moi. Lorsque nous ressortîmes du vide sanitaire, il me demanda de parcourir le terrain avec lui. Nous fîmes le tour de la maison. Nous pénétrâmes dans les bois. Il s'arrêta sous le peuplier et posa une paume contre son écorce. Là, dit-il, cette terre est chargée d'histoire. Il veut être plus qu'un lieu de repos. Et c'est ainsi que tout a commencé. Nous avons commencé à passer des appels. Elias a contacté des chefs tribaux, des historiens, des artisans culturels. J'ai défriché le terrain autour de la maison, arraché la véranda pourrie et remplacé les poutres par du pain récupéré. La nouvelle s'est répandue plus vite que prévu. Les bénévoles sont arrivés, certains curieux, d'autres déjà prudents. Nous l'avons appelé le centre du patrimoine Wilder. Cela a semblé étrange au début, mon nom attaché à quelque chose d'aussi sacré, mais Elias a insisté. Vous portez le fil, a-t-il dit. Honorez-le en ne faisant pas comme s'il ne vous traversait pas. Léa Hawk est arrivée ensuite, une artisane locale aux mains sourdes et aux regards féroces qui rivalisaient avec les vents de la montagne. Elle a demandé à voir les perles, pas à les porter, pas à les toucher, juste à les voir. Lorsque je les ai déballées, elle est restée silencieuse pendant 5 minutes. Puis elle a dit, je veux apprendre aux enfants ce qu'elles signifiaient et ce qu'elles signifient encore. Nous avons vidé l'un des anciens entrepôts de la propriété et l'avons transformé en atelier. Il a la rempli de métiers à tisser, de fils et d'outils. Des enfants des réserves voisines commencèrent à venir chaque semaine. Elle leur apprit à tisser les anciens motifs, chevrons, étoiles, spirales, non seulement pour l'art, mais aussi pour le langage. Chaque fil avait un son, une histoire, une direction. Pendant ce temps, je continuais à travailler sur la maison. Nous avons transformé l'une des pièces principales en galerie. Ni pour les touristes, ni pour le profit, mais pour la vérité. Elias apporta d'autres objets en prêt. D'autres donnèrent des récits oraux. Nous peignîmes les murs de symboles. Mathias avait dessiné dans son carnet.
Un soir, je me trouvais dans cette pièce à observer la lumière se refléter sur le nouveau plancher et j'eus l'impression d'entrer dans un espace dont mon grand-père avait rêvé, mais qu'il n'avait jamais vu. Nous organisâmes notre premier événement communautaire un mois plus tard. Pas une cérémonie d'ouverture, un rassemblement. Pas de costume, pas de billets, juste des chants, des percussions, des repas partagés autour du feu, des anciens qui parlaient, des enfants qui dansaient. Une langue que je ne connaissais pas encore m'entourait, me berçait, et je ne me sentais pas comme un invité. Je me sentais comme un étudiant, un parent. Un fil se tissait à nouveau dans une tapisserie dont je n'avais pas conscience d'avoir été coupé. Chaque jour, j'apprenais. Elias m'a appris des mots, certains doux, d'autres tranchants. Léla m'a appris les points, le poids du fil, la patience nécessaire pour laisser parler la couleur. J'ai réparé les murs extérieurs de la maison avec une détermination silencieuse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque clou enfoncé ne ressemblait plus à un travail, mais à une excuse, et la maison a commencé à réagir. Les ruisseaux sont devenus plus doux. Le vent a cessé de pousser si fort contre les planches. Nous avons installé des panneaux solaires et de l'isolation, non pas pour moderniser la maison, mais pour la protéger. Nous avons construit des sentiers pédestres jalonnés de plaques expliquant la signification des arbres, des pierres, des symboles oubliés gravés dans l'écorce et le granit. La terre a pris vie sous nos mains. Et malgré tout cela, j'ai gardé le livre de Mathias près de moi. Je le lisais la nuit à la lueur d'une lanterne. Ces mots sont devenus plus que des souvenirs. Ils sont devenus une boussole et une colonne vertébrale. Il n'avait pas écrit comme un homme cherchant désespérément à rester dans les mémoires, mais comme quelqu'un qui espérait trouver le bon cœur. Un jour, je reprendrai le feu. Je me croyais oublié, mais j'étais simplement en retard à l'appel. Par une fraîche matinée, alors que le givre embrassait les champs, Elias se tenait à mes côtés, près du peuplier. Nous observions un groupe d'adolescents pratiquer la danse des fantômes dans la clairière. Leur voix s'élevait et s'abaissait comme un battement de cœur. Ces mots d'Elias, c'est à quoi ressemble la survie. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme un homme qui avait tout perdu. Je me sentais comme un homme enfin rentré. Je savais qu'il finirait par revenir. Il y a quelque chose dans le péché de l'héritage qui attire les loups. Et mon frère Miles, il avait toujours été un loup et des boutons de manchette, tout sourire et calcul, affamé non pas par besoin, mais parce qu'il ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre en possède davantage. Lorsque la couverture médiatique du Wilder Heritage Center a pris de l'ampleur, lorsque les articles ont commencé à parler de ce territoire comme d'archives vivantes et de transformation culturelle, j'imagine Miles les lisant, un verre de scotch à la main, tapotant le verre des doigts, calculateur. Il n'avait pas appelé avant. Il ne l'avait jamais fait. Un après-midi, j'ai vu une berline de luxe argentée gravir lentement le chemin de terre, ses pneus crissant à chaque pierre et chaque ornière. Il en est sorti, impeccable comme toujours. Costume sombre sur mesure, chemise blanche impeccable, pas un grain de poussière sur lui. Le même sourire narquois se lisait sur son visage, celui qui lui permettait autrefois de sortir de colle et d'accéder aux salles de réunion. Mais cette fois, je ne me suis pas senti petit en le voyant. J'ai ressenti autre chose. Plus vieux, plus vif. Jonas, a-t-il appelé en remontant le chemin à grands pas comme s'il en était le propriétaire. Vous avez vraiment transformé cet endroit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas tendu la main. Vous êtes sur une propriété privée, ai-je dit d'un ton neutre. Propriété familiale, a-t-il corrigé de cette voix qui feignait toujours d'être raisonnable en enterrant le couteau. Ce qui m'amène à la raison de ma présence ici. Bien sûr que si. Il a pris un fin dossier sous son bras et me l'a tendu comme si c'était une offre de paix. Des documents juridiques. Une lettre de son avocat. Une plainte pour confusion, citant que la propriété du Montana n'avait pas été clairement délimitée des biens familiaux communs et pouvait être contestée en vertu du droit des successions. Vous perdez votre temps, ai-je dit après avoir parcouru la première page. J'ai déjà déposé les documents nécessaires pour enregistrer le terrain et son contenu au titre de la protection du patrimoine culturel. Ces biens ne sont plus des biens personnels. Ce sont des biens tribaux dans une fiducie en attente. Il a semblé surpris une demi-seconde, puis impressionné. Tiens, grand frère a finalement retrouvé son sang-froid. J'ai ignoré la pique. Tu n'auras pas la maison. Ni ce qu'il y a à l'intérieur. Son sourire s'est estompé, puis s'est éclairci. Il s'agit de bien plus qu'une maison, Jonas. Tu es assis sur l'histoire.
Tu penses être le seul à mériter de décider de son sort. Cette terre a de la valeur. Les artefacts ont de la valeur. Ne sois pas égoïste. J'ai ri et ça l'a surpris. Égoïste venant de toi. Tu as hérité de la maison de papa, de ses comptes, de ses contacts professionnels, et tu es ici non pas parce que tu as besoin de quoi que ce soit, mais parce que tu ne supportes pas l'idée qu'on m'ait légué quelque chose d'important. Il n'a pas nié. Il a juste rajusté sa veste. Écoute, je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour proposer un marché. Partager la terre. Je reprends la moitié de la valeur marchande légale. Bien sûr, tu gères ton petit centre. Tu obtiens la bienveillance du public, le louange tribal, le badge de l'homme du peuple. J'ai développé le reste. On y gagne tous les deux. Tu veux construire des condos à côté d'un site culturel? Des éco-gîtes, dit-il d'une voix douce. Des expériences de luxe. Voyez plus grand, Jonas. Les gens paieraient des milliers pour une nuit dans un cadre authentique et soigné comme celui-ci. Tu pourrais même gérer la programmation. Être le visage. Je le fixais du regard, me demandant combien de versions du mot « non » il devrait entendre avant qu'il cesse de le présenter comme une opportunité. Ce n'est pas un parc d'attractions, dis-je. C'est un site sacré, un lieu de restauration. Ce n'est pas à vendre, ni pour faire de l'image de marque, ni pour ton ego. Il s'approcha, la voix plus basse. Tu crois que les gens ne vont pas s'intéresser? Tu crois que lorsque l'actualité changera, ils ne commenceront pas à se poser des questions sur l'authenticité, sur la légitimité de la propriété, sur toi? Tu es à peine connecté à cet héritage, Jonas. Tu n'as pas grandi avec. Tu ne l'as pas gagné. Tu l'as juste trouvé. Je n'ai pas bronché. Et tu crois que c'est ça qui le rend à toi? Sa mâchoire j'ai tressailli. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement à toi. C'était Miles en une phrase. S'il ne pouvait pas se l'approprier, il essaierait de la casser. S'il ne pouvait pas être sous les projecteurs, il casserait les ampoules. Je me suis détourné, j'ai plié les documents et je les ai déposés sur la balustrade du porche. Si tu veux porter l'affaire en justice, vas-y. Mais tu ne gagneras pas. Et même si tu gagnais, qu'est-ce que ça te donnerait? Une maison que tu ne comprends pas. Une histoire qui n'est pas la tienne. Dans une communauté qui te tournerait le dos avant même que tu aies fini ton premier communiqué de presse. Miles m'a regardé longuement. Puis il a reculé, époussetant des peluches invisibles de sa manche. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un maintenant, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Mais je crois en quelque chose maintenant, et c'est plus que je n'aurais jamais pu le dire auparavant. Il est parti avec un dernier sourire narquois. Pas de poignée de main, pas d'au revoir. La voiture a disparu sur le chemin dans un nuage de poussière. Une semaine plus tard, nous étions au tribunal. Il a déposé une requête comme promis. Il a contesté l'héritage, la désignation du terrain et l'utilisation d'objets sans le consentement de la famille. Son avocat était poli, éloquent et complètement déconnecté de la réalité. Je me tenais devant le juge. Pas de costume, juste mes vêtements de travail et un dossier contenant des documents, une déclaration sous serment, des lettres d'Elias, de Léla et des chefs tribaux. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas plaidé. J'ai juste dit la vérité. Ce ne sont pas des biens, ai-je dit. Leur souffle, leur mémoire. C'est l'histoire vivante de gens qui ont déjà trop perdu. Vous ne vendriez pas vos ancêtres, et je ne vendrai pas les miens. Miles m'a à peine regardé. Le juge m'a écouté attentivement, puis a statué en ma faveur. La propriété est restée sous ma garde. Les objets, officiellement enregistrés auprès du Wilder Heritage Trust, devaient être conservés en collaboration avec le conseil tribal. À l'extérieur du palais de justice, j'ai vu Miles parler à un journaliste, transformant sa perte en une rhétorique sur les malentendus et les clarifications juridiques. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'avais plus rien à prouver. À mon retour à Stillwater Ridge, le vent attendait. J'ai emprunté le sentier derrière la maison et me suis tenu sous le peuplier. Ila avait accroché une rangée de ceintures tressées entre les branches, chacune confectionnée par les enfants de sa classe. Elles flottaient au vent comme des prières. J'ai fermé les yeux et posé la paume de ma main sur l'écorce. J'avais défendu cet endroit, non seulement devant les tribunaux, mais dans les recoins silencieux de mon âme, où j'avais autrefois cru ne rien valoir. Maintenant,
j'en savais plus. Les loups viendraient toujours, mais la terre se souviendrait toujours de ceux qui se tenaient là. La première fois que j'ai entendu un enfant appeler cet endroit le centre Wilder, je me suis figé. C'était un petit garçon nommé Eden, âgé d'environ 8 ans, qui tirait la main de sa mère alors qu'ils approchaient du porche. « Maman, on peut aller à Wilder aujourd'hui? Je veux voir les tambours à histoire. » J'étais près de la porte, un marteau dans une main, un chiffon taché de peinture dans l'autre, et il avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit. Insouciant, excité, comme si c'était juste une question. L'idée de retrouver une place normale dans sa vie me serrait la gorge. Ce nom m'avait toujours paru lourd. Wilder. Mon père le portait comme une couronne, comme une marque. Pour moi, pendant la majeure partie de ma vie, il avait plutôt ressemblé à une ombre dont je ne pouvais jamais vraiment sortir. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Ce n'était plus seulement un nom de famille. C'était devenu autre chose. Un espace, un refuge, une pulsation. Nous avons officiellement inauguré le centre du patrimoine Wilder à l'automne, en même temps que le changement de couleur des feuilles lors des cérémonies annuelles des moissons. Ce n'était pas une inauguration solennelle, pas de ruban rouge ni de conférence de presse, juste un chant, un cercle et un feu. Elias a dirigé la prière d'ouverture dans sa langue maternelle, sa voix tremblant sous le poids des générations. Il a placé la première tapisserie tissée au-dessus de l'entrée, une pièce cousue par les enfants de sa classe. Chaque brin représentait l'un des 7 feux du conseil. La maison, maintenant réparée et vibrante de souffle, accueillait les gens, non pas avec une perfection impeccable, mais avec chaleur et honnêteté. À l'intérieur, nous avions tout organisé avec soin. La pièce principale servait de galerie. Ni statique, ni morte, mais dynamique. Chaque objet était accompagné d'une fiche anecdotique, mais surtout, chaque fiche comportait un code QR lié à une histoire orale enregistrée en anglais et en lakota. Les tambours n'étaient pas simplement exposés. Ils étaient joués chaque matin par un groupe de jeunes du quartier qui avaient formé un cercle de répétition sur le porche. Les coiffes restaient intactes, respectueusement conservées, mais au cœur de chaque visite. Je ne disais jamais, regardez ça. Je disais, écoutez ce que ça signifie. Nous transformions la cuisine en salle de langue. Chaque semaine, Elias ou l'un des anciens venait enseigner les salutations, les chants et les bénédictions. Les enfants étaient assis en tailleur par terre, imitant les syllabes, leur rire résonnant sur les murs autrefois vides comme un écho apaisant. J'ai commencé à apprendre trop lentement. Chaque phrase maîtrisée me semblait comme un nouveau point de suture m'entraînant dans la tapisserie que mon grand-père craignait autrefois de voir se défaire complètement. Je n'ai jamais prétendu être un érudit ou un sauveur. Je me présentais à chaque visite. De la même manière. Je m'appelle Jonas Wilder. Je ne suis pas un expert. Je suis un auditeur. Cette terre m'a choisi et j'ai choisi d'y rester. Des gens sont venus de partout. Certains avec curiosité, d'autres avec révérence. Des professeurs ont apporté des cours. Des grands-parents ont amené leurs petits-enfants. D'anciens sceptiques sont venus aussi, leur scepticisme s'adoucissant à mesure qu'ils parcouraient les pièces. Certains ont laissé des dons. La plupart sont repartis changés. La communauté a commencé à nous laisser des choses. Des offrandes, de petits souvenirs. Une poupée artisanale enveloppée dans un tissu bleu, laissée discrètement par un ancien qui ne parlait qu'à voix basse. Un bouquet de foin odorant d'une femme qui disait que son grand-père avait autrefois chassé près de ces bois. Un jour, j'ai trouvé un pendentif en bois sculpté posé délicatement sur la balustrade du porche. Il avait la forme d'un faucon en plein vol. La même image était gravée sur la poitrine de Mathias. Pas de mots, juste un héritage transmis de main en main. Je passais la plupart de mes soirées dans la salle de lecture. Ce qui était autrefois l'ancienne chambre, maintenant garnie d'étagères remplies de documents tribaux, des écrits de Mathias, de livres donnés par des professeurs invités. Je gardais son livre relié en cuir sous une vitre, mais je le lisais souvent. Pourtant, parfois à voix haute, parfois en silence. Sa voix était devenue ma boussole. Clarissa n'était jamais revenue, et je n'imaginais plus qu'elle le ferait. Miles ne m'a plus jamais rappelé non plus. La décision de justice avait mis fin à notre relation, mais elle avait aussi brisé le dernier lien qui subsistait entre nous. Je n'étais pas amer. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais de la terre sous mes pieds et des noms dans mon cœur qu'il ne se soucierait jamais de connaître. Un après-midi, assis sous le peuplier,
j'observais le vent onduler à travers les rubans de prière qu'Hila et les enfants avaient accrochés entre les branches. Chaque ruban portait un mot qu'ils avaient appris, un nom, une prière, une promesse. Ils dansaient dans l'air comme des morceaux de chansons, et je me suis dit, voilà ce que signifie planter quelque chose et le laisser pousser. Elias me rejoignit, assis par terre sans un mot, sortant une pipe enveloppée dans une peau de cerf. Il l'alluma prudemment, lentement, et me la passa. Nous restâmes assis en silence, le silence qui n'appelle pas la conversation, car tout ce qui a besoin d'être dit est. J'avais déjà compris. Au bout d'un moment, il prit la parole. Ton grand-père serait fier. J'acquiesçai, les yeux rivés sur l'horizon. Je l'espère. Tu as accompli quelque chose de rare ici, Jonas. Tu n'as pas seulement découvert l'histoire, tu l'as restituée. Et ce faisant, tu t'es restitué. Je ne répondis pas, mais ma gorge se serra tandis que le soleil commençait à disparaître derrière la crête, projetant des reflets dorés sur les poutres du porche. Je me levai et me dirigeai vers l'entrée de la maison. Je touchai le bord du panneau que nous avions sculpté ensemble, le Wilder Heritage Center, dont les lettres étaient gravées dans du pain de récupération. En dessous, nous avions ajouté une inscription plus petite. Kiksi ki omnise yapi, se souvenant ensemble, Elias avait choisi cette expression. Je n'en avais pas connu la traduction complète avant la veille de l'ouverture. Ce soir-là, je me tenais sur le porche avec un groupe d'adolescents en visite. L'un d'eux me demanda ce que je faisais avant tout ça. J'étais banquier, dis-je, en costume derrière un bureau. Il me regarda, perplexe. Pourquoi es-tu parti? Je regardais autour de moi. Les arbres, la maison, les gens. J'entendais des rires dans l'atelier de tissage, des tambours sur le porche, des pas sur le sentier. Parce qu'ici, disais-je, le ciel ne s'arrête jamais. Il ne comprenait pas alors. Peut-être pas complètement, mais un jour, il comprendrait. Parce que cet endroit n'était plus seulement une maison. C'était un nom qui signifiait quelque chose. Une demeure qui gardait la mémoire et offrait un sentiment d'appartenance. Il m'avait fallu perdre tout ce que je croyais important pour réaliser ce qui comptait vraiment. Et c'est peut-être là le miracle silencieux de l'héritage. Non pas ce qui est donné, mais ce qui est enfin acquis. La neige commença à tomber doucement ce soir-là, comme si elle ne voulait pas perturber le calme qui s'était installé sur Stillwater Ridge. Je me tenais dehors sous le ciel immense, emmitouflé dans le manteau de laine qu'Hila avait insisté pour que je prenne quand le froid arrivait tôt. La maison derrière moi rayonnait de vie. Des lumières chaudes aux fenêtres, des rires jaillissant de l'atelier de tissage, le rythme feutré d'un tambour joué dans le hall principal. Il y a un an, je n'aurais jamais cru que ce spectacle puisse exister. Pas pour moi. Il y a un an, j'étais l'homme oublié dans l'ombre de sa propre famille. Maintenant, j'étais quelqu'un de complètement différent. Ni plus bruyant, ni plus riche, juste plus riche. Clarissa n'est jamais revenue. Elle n'a pas écrit, n'a pas appelé, n'a même pas envoyé les lettres légales obligatoires. C'était comme si elle avait refermé le livre sur moi dès son départ, convaincue qu'elle n'aurait plus jamais besoin de relire ce chapitre. Mais je ne ressentais plus de colère envers elle. Je ne portais plus rien de lourd. Le chagrin s'était consumé quelque part entre la salle d'audience et le peuplier. Il avait laissé un espace derrière moi, un espace dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Miles avait disparu, lui aussi. Il avait tenté de remettre en question ce que je construisais, de transformer l'héritage en une transaction. Mais lorsque le tribunal a fermé ses portes et que la terre est restée à mon nom, il a cessé de m'appeler. Je pense qu'au fond, il savait qu'il avait perdu non pas contre moi, mais contre quelque chose de plus ancien que nous deux. Et c'était une défaite, même lui ne pouvait la digérer. Mais tout n'était pas silence. La terre avait désormais une voix, et elle en parlait tous les jours. Les enfants traçaient des motifs dans la neige avec leurs bottes, répétant des danses apprises autour du feu. Les anciens se rassemblaient dans la salle principale, sirotant du thé et racontant des histoires qui n'avaient pas été racontées à voix haute depuis des décennies. L'atelier de tissage avait une liste d'attente. Nous avons ajouté un nouveau sentier derrière le centre, jalonné de totems sculptés à la main, chacun réalisé par un élève du cours de patrimoine d'Hila. Nous ne nous contentions plus de préserver l'histoire. Nous la vivions. J'avais changé aussi. Pas dans ma façon de marcher ou de parler, mais dans ma façon de me tenir immobile. Je n'attendais plus qu'on me donne la permission d'avoir de l'importance. Je ne regardais plus par-dessus mon épaule pour voir si quelqu'un était enfin fier de moi. Je suis devenu fier de moi,
non pas d'être parfaite, mais d'être présente, d'avoir choisi chaque jour de rester, de perpétuer ce que tant d'autres avant moi avaient été forcés d'enterrer. À l'intérieur de la maison, Elias et Hila se préparaient pour le rassemblement hivernal. C'était le dernier grand événement avant que la neige ne s'épaississe et que les routes ne deviennent impraticables. Des gens arrivaient de 3 États, certains pour cérémonie, quelques-unes juste pour renouer. J'avais vidé le hangar arrière pour un logement supplémentaire et apporté du bois de chauffage. La maison semblait prête, le terrain aussi. J'ai touché la plume qu'Elias m'avait donnée, une plume de faucon à pointe rouge attachée à un fil de cuir brut, un symbole qui, selon lui, signifiait « gardien élu ». Je la gardais maintenant dans la poche de mon manteau, non pas comme un insigne, mais pour me rappeler que la responsabilité n'était pas seulement de protéger, mais d'écouter, d'enseigner, de garder les portes ouvertes. Derrière moi, quelqu'un frappa doucement au poteau du porche. « Presque prête ?» demanda Hila en s'avançant à mes côtés. Elle